Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur un sentiment que je pense tout le monde connaît. Cette impression un peu angoissante de courir après le temps, de ne jamais en avoir assez. C'est ça. Et pourtant, le constat est simple. Chaque jour, la banque du temps nous crédite de 24 heures. Pas une de plus, pas une de moins. Jamais. Pour explorer ce paradoxe, on a entre les mains un petit livre, écrit il y a plus d'un siècle, mais qui semble parler directement à notre époque. C'est Comment vivre avec 24 heures par jour d'Arnold Bennett. Un classique. Oui. Et l'idée ici, ce n'est pas de lister des techniques de productivité, mais plutôt de plonger dans une philosophie qui pourrait bien changer notre regard. Bennett parle de l'arrivée de ces 24 heures chaque matin comme d'un miracle quotidien. Et c'est ce miracle qu'on va essayer de décortiquer ensemble. C'est une excellente façon de le dire. Ce qui est fondamental chez Bennett, c'est vraiment son point de départ. Il nous dit en gros, oubliez l'argent une seconde, le temps est votre bien le plus précieux. Ah oui, je vois très bien laquelle. Il affirme que la plupart d'entre nous, surtout les employés de bureau, on vit avec une idée complètement fausse de ce qu'est une journée. Tout à fait. On considère que la journée, c'est le travail, disons de 10 heures à 18 heures. Et le reste, les 16 heures qui restent, ce n'est qu'un prologue et un épilogue sans grande importance. C'est une simple parenthèse. C'est fou quand on y pense. On organise les 2 tiers de notre vie, notre temps libre, autour du tiers où l'on travaille. C'est le monde à l'envers, quoi. Surtout pour un boulot qui, soyons francs, nous passionne rarement. C'est un renversement de perspective total. Et c'est là qu'il introduit son concept clé. Il faut créer une journée dans la journée. Une journée dans la journée? Pour Bennett, notre vraie journée, la plus importante, celle où l'on est vraiment soi-même, elle devrait commencer à 18 heures pour s'achever à 10 heures le lendemain. C'est une journée de 16 heures. D'accord. Durant ces 16 heures, on n'est pas un employé, un maillon dans une chaîne. On est libre. C'est le temps qui nous est donné pour ce qui compte vraiment. Cultiver son esprit, prendre soin de son corps, nourrir ses relations. S'adonner à ses passions, en somme. Voilà, c'est ça la vie. Le reste, c'est ce qu'on fait pour payer les factures. Ok, j'adore l'idée sur le papier. Mais soyons réalistes 2 minutes. Oui. Après 8 ou 9 heures de travail, de réunion, d'écran, le cerveau est souvent en compote. L'idée de me lancer dans un programme exigeant à 19 heures, c'est difficile à imaginer. On a juste envie de s'effondrer sur le canapé. C'est l'objection numéro 1, bien sûr. Et il l'anticipe parfaitement. 1. Il fait une distinction très fine. D'abord, il reconnaît qu'il existe une minorité de gens qui sont consumés par une passion pour leur travail et qui rentrent chez eux véritablement épuisés, physiquement et mentalement. Ok, pour eux c'est différent. Pour ces personnes, il a un conseil. Si le soir est impossible, alors levez-vous plus tôt. Il soutient qu'une heure d'effort mental avant que la machine du travail ne se mette en route est bien plus productive. D'accord. Mais, et c'est le point crucial, il dit que son livre s'adresse surtout à la majorité. Et pour cette majorité, la fatigue du soir n'est pas tant un épuisement qu'une forme d'ennui, de lassitude mentale. On est plus rouillé que cassé. L'idée qu'on est trop fatigué serait donc une excuse. Souvent, oui. Une excuse confortable pour ne rien entreprendre. D'accord, je suis vendue à l'idée. Je veux réclamer ces 16 heures. Mais la question suivante est paralysante. Par où je commence? Le risque, c'est de se faire un programme de ministre. De vouloir tout changer d'un coup. Exactement. Et de tout abandonner au bout de 3 jours, avec un sentiment d'échec cuisant. Et c'est précisément le piège qu'il nous demande d'éviter. Son avertissement le plus important, c'est « méfiez-vous de votre propre enthousiasme ». J'aime bien ça. Il a cette formule géniale où il dit qu'un petit succès vaut 1000 fois mieux qu'un échec glorieux. Parce que l'échec détruit la confiance. Voilà. L'échec glorieux, même s'il part d'une bonne intention, il détruit l'estime de soi. Et sans ça, impossible de tenir sur la durée. Sa proposition de départ est donc d'une modestie presque décevante. C'est-à-dire? Il nous dit « ne révolutionnez rien. Commencez par vous réserver 1h30, 3 soirs par semaine. C'est tout. 1h30, 3 fois par semaine. 4h30 par semaine en tout. C'est un début gérable qui permet de construire la confiance. C'est vrai que c'est accessible. Mais il identifie aussi une autre mine d'or de temps perdu. Une que l'on ne voit même plus. Nos trajets quotidiens. Absolument. Pour lui, les gares et les transports en commun sont des théâtres du temps gaspillé. C'est une bonne image. Il observe les gens qui regardent dans le vide sur le quai, qui lisent leur journal d'un œil distrait. Et il y voit des dizaines de minutes chaque jour qui s'évaporent.
Et donc, il propose de transformer ce temps subi. En temps choisi, avec 2 exercices mentaux très différents pour le matin et pour le soir. L'idée d'utiliser les trajets, c'est brillant, parce que c'est un temps que tout le monde considère comme définitivement perdu. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il propose pour le trajet du matin? Le trajet du matin, c'est le gymnase de l'esprit. L'exercice, c'est celui du contrôle de la concentration. D'accord. L'idée est de choisir un sujet, un texte court, et de s'efforcer d'y maintenir son attention pendant tout le trajet. Il suggère par exemple un chapitre des Pensées de Marc Aurèle. Un petit défi quand même. Oh oui, bien sûr, l'esprit va s'échapper toutes les 10 secondes, il va penser à la réunion 10 heures, à la liste de courses. À ce qu'a dit votre conjoint la veille. Exactement. La discipline, c'est de s'en rendre compte et de ramener son attention, sans jugement, au texte. Il utilise cette image de ramener l'esprit par la peau du cou. C'est fascinant, parce que ça ressemble énormément aux pratiques de pleine conscience, de méditation qui sont si populaires aujourd'hui. Tout à fait. Mais lui, il écrivait ça au début du XXe siècle, bien avant que ce soit la mode. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne cherche pas un état de vide, mais un état de concentration active. C'est un véritable effort. On n'est pas dans la relaxation. Pas du tout. Il faut s'imaginer la scène. Vous êtes dans un métro bondé. Ça sent le café froid. Les gens parlent fort. Et vous essayez de vous concentrer sur une phrase d'Épictète. C'est un défi immense. L'échec au début est non seulement probable, il est garanti. Ça rassure. Mais ce n'est pas grave. Personne ne s'attend à jouer une sonate de Chopin la première fois qu'il s'assoit au piano. C'est pareil pour le cerveau. Le but, ce n'est pas de réussir parfaitement, mais de répéter l'effort. C'est cet acte de répétition qui est le véritable exercice. D'accord, pour le matin, c'est de la musculation mentale, mais le soir, en rentrant, on est souvent saturé. J'aurais plutôt tendance à vouloir me vider la tête, pas me lancer dans une introspection. C'est une autre approche. Une introspection profonde, oui. Est-ce que Bennett propose quelque chose de plus doux pour le retour? Oui, l'approche est radicalement différente. Le trajet du soir, c'est le moment de l'humeur réflexive. Il ne s'agit pas de se juger ou de se flageller. Plutôt de s'observer. Voilà, s'observer avec une curiosité bienveillante. C'est le moment d'appliquer l'adage « connais-toi toi-même ». On peut se poser des questions simples. Aujourd'hui, est-ce que mes actions ont été en accord avec mes valeurs? À quel moment ai-je agi par automatisme? Parfaitement. Qu'est-ce qui m'a vraiment mis en joie? C'est un dialogue intérieur calme, pour s'assurer qu'on ne dérive pas, que le pilote automatique ne prend pas totalement le contrôle. C'est moins un exercice de force. Qu'un moment de reconnexion à soi. C'est très clair, je suis convaincue. J'ai mes 90 minutes, 3 fois par semaine. Mon esprit est un peu plus discipliné grâce à mes trajets. Mais maintenant, j'ai presque peur de mal utiliser ce temps si précieux. C'est un peu angoissant. La peur de la page blanche. Oui, le premier réflexe, c'est de se dire « il faut que je lise des classiques de la littérature ». Et ça peut paralyser. C'est une crainte très commune, et Bennett la désamorce immédiatement. Il insiste, la littérature n'est qu'un champ de connaissances parmi d'autres. Il n'y a aucune supériorité morale ou intellectuelle à lire de la poésie plutôt qu'à s'intéresser à la botanique. Ou à la mécanique. Ou à la mécanique. Le seul critère, c'est de choisir un domaine qui éveille notre curiosité et qui demande un petit effort. Et il donne des exemples très variés pour nous ouvrir l'esprit. Oui, son exemple sur la façon d'écouter un concert de musique classique m'a beaucoup parlé. Il est excellent. Il décrit le spectateur moyen qui va à un concert et qui se laisse bercer par la musique dans un état qu'il appelle, de façon un peu provocatrice, de béatitude comateuse. C'est un peu dur, mais je vois l'idée. C'est un état agréable mais passif. On subit la beauté sans la comprendre. Il propose une alternative, y aller avec un projet. Par exemple, le projet de comprendre le rôle de l'orchestre. Donc on se prépare un peu en amont. Un tout petit peu. Avant d'y aller, on lit un petit article sur la différence entre les bois, les cuivres, les cordes. Et pendant le concert, on essaie activement de les distinguer, de voir qui joue à quel moment. L'écoute devient une chasse au trésor en quelque sorte. On n'est plus un simple récepteur. C'est exactement ça. L'expérience passe de passive à active. On ne se contente plus d'exister au concert, on y vit pleinement. Et ce principe s'applique à tout. C'est sa grande idée de la science du quotidien. L'étude des causes et des effets. Voilà, dans le monde qui nous entoure. Et son exemple de l'agent immobilier est formidable pour ça. Il montre que ça peut s'appliquer aux domaines les plus terre-à-terre. C'est la force de son propos. Un agent immobilier, un métier qui peut sembler banal. Mais Bennett dit, imaginez que cet agent, au lieu de juste faire ses visites, prenne 1 heure par semaine pour étudier les forces qui modèlent sa ville. Comment ça?
Il étudie comment l'ouverture d'une nouvelle ligne de métro, la cause, fait exploser les prix de l'immobilier dans un quartier, l'effet, ou comment la réputation d'une école transforme la sociologie d'une rue. Son travail n'est plus une routine. Ça devient une étude de cas. Il devient une fenêtre d'observation sur ce que Bennett appelle le pittoresque changeant et formidable de la vie. Ça veut dire que n'importe quel métier peut devenir une source d'études infinie. Rien n'est ennuyeux si on le regarde avec la curiosité d'un détective. Et pour ceux qui, comme moi, aiment quand même beaucoup lire, il a aussi des conseils très précis. Pas juste lire plus, mais lire différemment. Mais j'avoue, pourquoi est-il si dur avec les romans, Sam? J'adore lire des romans pour m'évader. Il n'est pas contre les romans en soi. Il dit simplement qu'ils ne devraient pas faire partie de ce temps de travail mental. Et pourquoi? Parce qu'un bon roman est conçu pour nous emporter. Le courant de l'histoire est si fort qu'on se laisse porter sans effort. Or, pour Bennett, un ingrédient essentiel, c'est le sentiment de tension, de difficulté. Le fait que ça résiste un peu. Exactement. Cette impression qu'une partie de nous veut avancer, mais qu'une autre, paresseuse, veut abandonner. C'est cette friction qui muscle le cerveau. Il recommande donc des lectures qui offrent cette résistance. La poésie, la philosophie, l'histoire. Des lectures exigeantes. Oui. Et son conseil le plus radical, c'est la règle des 50-50. Pour 45 minutes de lecture, il faut prévoir 45 minutes de réflexion. La moitié du temps à réfléchir. C'est énorme. On a l'impression de ne pas avancer. On a cette impression, oui. Mais il demande, à quoi sert de lire 10 livres si on n'en retient rien? Réfléchir à ce qu'on a lu, faire des liens, être en désaccord avec l'auteur, c'est ce qui transforme l'information en connaissance. La digestion intellectuelle. C'est ça. Sinon, dit-il, on ne fait que brasser du vent. C'est l'acte de digestion qui nourrit l'esprit, pas seulement l'ingestion de mots. Ce qui me frappe le plus, finalement, en rassemblant toutes ces idées, c'est que le changement qu'il propose n'est pas une question d'organisation, mais de dignité. C'est un bon mot. Il s'agit de considérer nos 16 heures de temps personnel non pas comme les restes de la journée, mais comme le plat principal de notre existence. Et d'honorer ce temps non pas par une révolution, mais par de petits efforts constants. Patient et curieux. C'est tout à fait ça. Et c'est pourquoi il termine son livre avec un dernier avertissement, peut-être le plus important. Lequel? Il nous met en garde contre le danger de devenir un pédant. C'est un piège subtil. Une fois qu'on a trouvé une méthode qui semble fonctionner pour soi, la tentation est grande de se sentir supérieur. Et de regarder les autres de haut? Voilà. Ceux qui gaspillent leur temps sur les réseaux sociaux ou devant la télé. Ah oui, le risque de devenir absolument insupportable pour son entourage. Exactement. Bennett est très ferme là-dessus. Ce projet est strictement personnel. L'objectif est d'améliorer sa propre vie, d'enrichir sa propre expérience du monde. Il ne s'agit pas de réformer la société ou de donner des leçons. C'est un chemin intérieur, pas une croisade. Voilà. C'est une note d'humilité essentielle pour conclure. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question qu'on peut laisser infuser. Je vous écoute. Ce livre a été écrit à une époque qui nous paraît d'un calme olympien. Il n'y avait pas de smartphone, pas de notifications, pas de flux infinis. On peut se demander ce qu'Arnold Bennett penserait de notre monde. Cette économie de l'attention, où des milliers d'ingénieurs travaillent à capter la moindre seconde de notre temps de cerveau, sa discipline, cette idée de ramener l'esprit par la peau du cou, est-elle simplement devenue beaucoup plus difficile à appliquer ou est-elle, au contraire, devenue la compétence la plus essentielle pour rester libre ?